Merci donc à toutes et à tous d'être là pour ce premier débat qui inaugure notre cycle de réflexion sur le contrat de gestion de la RTBF. Pour entamer le débat de ce soir, nous avons le plaisir d'avoir la présence de notre ministre Bénédicte Linard, qui s'est dégagé de ses obligations pour introduire notre cycle de rencontres, et nous la remercions pour ça. Et donc, je lui laisse la parole immédiatement. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonsoir. Parfait, parfait. Je vais d'abord évidemment me permettre de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2022. Commençons par là, on peut encore le faire, donc je commence par ceci. Et puis remercier bien sûr le comité belge du SCAM SACD pour l'organisation de ce cycle de réflexion, et évidemment ainsi que toutes les participantes et participants, et ils seront nombreux. Certains sont là ce soir, mais évidemment, il y a les autres moments où d'autres personnes interviendront. Je pense vraiment que le choix du panel d'intervenants composé d'expertes et d'experts, de professionnels, de citoyennes, de citoyens, sont vraiment quelque part la garantie de la qualité des échanges qui s'ouvrent et qui apporteront, je pense, un éclairage utile sur chacun des thèmes abordés dans les ateliers, des thèmes évidemment qui trouveront aussi un écho lors des travaux parlementaires prévus dans le cadre de la procédure d'adoption du futur contrat de gestion de l'RTBF, puisque vous savez qu'il y a un cadre très précis qui est régi en ce qui concerne l'adoption de ce futur contrat qui, je n'en doute pas, sera très ambitieux. Alors, pour venir un petit peu sur le fond, la transition numérique, on le sait, a profondément transformé notre paysage médiatique, tant au niveau technologique qu'au niveau économique, au niveau social. Et la pandémie Covid-19, n'en parlons pas, a évidemment donné un coup d'accélérateur à des profondes mutations qui traversent notre paysage médiatique. Cette accélération, à mon sens, se manifeste notamment au travers de 5 éléments. Alors, je dis bien notamment, mais je vais en citer 5. D'abord, on a vu des récentes opérations de consolidation de grands groupes de médias locaux dans notre petit paysage belge qui est quand même très riche, même s'il est petit. On a aussi vu la prédominance de très grandes plateformes internationales. Ce n'est pas nouveau, mais la pandémie a amené aussi une accélération de cette place. Il y a aussi la multiplication, voire la surabondance des offres de contenu. Il y a aussi, je pense, la tendance du public, jeunes en particulier, à se tourner vers les médias non linéaires. Il n'y a pas que les jeunes, évidemment, mais aussi les jeunes. Et puis, j'avais envie d'épingler quelque part la crise de confiance d'une partie du public envers les médias traditionnels. Ce n'est pas que envers les médias, on sait qu'envers le politique, envers tout ce qui est institutionnalisé, mais aussi aujourd'hui envers les médias traditionnels. Ce sont des éléments importants qu'on doit pouvoir garder dans notre ligne de mire. Et donc, le fait d'interroger les enjeux et les défis des médias de service public francophones dans ce contexte me semble vraiment une nécessité démocratique. Et donc, c'est ce qui va guider, je pense, les travaux de tout ce cycle de réflexion. On sait que face au flux d'informations qui est exponentiel, les médias de service public sont une source d'informations impartiales et fiables, et ils reflètent en fait l'ensemble des opinions et des idées politiques démocratiques, mais aussi les différents courants religieux, les comportements, les formes d'expression culturelle et sociale. Et donc, ils contribuent de manière large, à mon sens, à promouvoir la cohésion sociale, la diversité culturelle, mais aussi une communication qui est pluraliste et accessible à toutes et tous. Et donc, en bref, il contribue à notre démocratie. Je le disais déjà il y a 2 ans, mais je pense qu'au vu des enjeux, il y a 2 ans, c'était le début de la législature, je suis devenue ministre des médias, mais plus la crise avance, plus le temps passe, plus je suis convaincue de ce rôle fondamental des médias et particulièrement des médias de service public en matière de démocratie. Et donc, leur rôle et leur mission sont du coup d'autant plus cruciaux aujourd'hui. Je pense notamment à la mission d'éducation et en particulier, on pourrait citer l'éducation aux médias qui permet de proposer au public, et je dirais bien au public au pluriel, des outils de compréhension, des outils d'analyse qui permettent de décoder le monde et dans ce paysage de plus en plus
multiples de contenus. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour ceux qui ne le savent pas, a d'ailleurs adopté le 9 décembre passé, donc le 9 décembre dernier, un plan d'éducation média que j'ai eu l'occasion de présenter au Parlement aujourd'hui. Et c'est un plan assez ambitieux qui est transversal, qui touche à toutes les matières, quelque part, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui aussi établit l'urgence de l'éducation média dans tous ses aspects, non seulement dans ce qui concerne la presse, mais vraiment les médias au sens large, et qui prévoit, entre autres, de renforcer la présence de l'éducation aux médias à la RTBF. J'ai dit renforcer, je n'ai pas dit qu'elle n'existait pas, mais donc de la renforcer encore, avec une attention plus particulière pour les personnes âgées et pour le public jeune, puisqu'il n'y a pas que les jeunes, loin de là, qui peuvent avoir besoin de pouvoir progresser dans leur connaissance des médias au sens large. À mon sens aussi, les médias de service public constituent un vecteur des cultures locales, nationales et européennes, de fait de leur mode de financement, de leur mission, des valeurs qu'ils partagent. Les médias de service public doivent, à mon sens, quelque part constituer un moteur de créativité, un gage d'accessibilité à la culture, un gage d'originalité, de qualité bien sûr, de diversité culturelle, de découvrabilité des contenus et d'ancrage local. C'est beaucoup, c'est une longue liste, mais je pense vraiment que c'est ce qui fait aussi le cœur des médias de service public. Et donc, tant notre média de service public alors qu'est la RTBF, que les médias de proximité, hein, vous savez que dans notre paysage belge francophone, nous avons aussi 12 médias de proximité. Je pense que ces médias ont un rôle à jouer pour soutenir la création culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles et permettre au public d'y accéder pleinement. La multiplication des supports audiovisuels et l'entrée de nouveaux acteurs dans le paysage médiatique génère, on le sait, un besoin considérable de contenu. Aussi, les médias de service public se trouvent confrontés quelque part à l'obligation d'investir dans la production de programmes originaux de qualité, mais aussi de tisser, de consolider, voire parfois donc de renforcer ses partenariats avec d'autres médias de service public, et le tout souvent accompagné d'une politique de promotion et de distribution de programmes ambitieux. Et donc, dans ce cadre, alors je vais terminer par ceci, en tant que ministre des médias dans la partie francophone de la Belgique, j'ai la volonté de donner à notre service public les moyens nécessaires dans cet univers médiatique en perpétuelle mutation pour qu'il puisse demeurer un média qui fait sens, un média qui fait société et un média qui soit moteur de la création culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, vous l'aurez compris, non seulement moi-même, mais aussi mon cabinet, et certains sont représentés ici, nous allons suivre avec beaucoup d'attention les travaux des ateliers de ce cycle de réflexion qui tombe évidemment bien à point dans les enjeux, face aux enjeux qui nous occupent pour les semaines et mois à venir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais certainement répéter des tas de choses que vous avez dites qui sont tout à fait fondamentales et passionnantes. En effet, notre cycle de rencontres cherche à élargir la discussion, à approfondir les réflexions et à amener des propositions en vue de cette négociation du contrat de gestion. Donc, notre premier cycle aujourd'hui, notre première rencontre aujourd'hui va se centrer essentiellement sur les enjeux et les missions du service public. Le 29 janvier, donc un samedi 29 janvier, nous aurons 2 ateliers. Le premier consacré au rapport de la RTBF avec la création indépendante, les créateurs et les créatrices, les producteurs et productrices. Et le deuxième atelier, samedi après-midi, aura pour thème le public, le rapport au public et au public au pluriel du service public. Et ces 2 ateliers mettront en lien des personnalités de la RTBF, des créateurs, créatrices, producteurs, productrices, etc. Enfin, voilà, ça va être assez intéressant parce que le public sera assez divers. On espère que, je pense que ça se passera malheureusement de nouveau en hybride. Ça aurait été très bien de pouvoir être sur place, mais mon avis, le 29 janvier, ce sera pas encore réouvert. Et donc, le 21 février, pour clôturer notre cycle, 21 février à 18 h, nous aurons un atelier sur la politique et les missions prioritaires du service public qui réunira les acteurs des différents partis politiques en charge des médias, de la culture et Jean-Paul Philippon. Et ça conclura notre cycle.
Voilà. Pour ce soir, nous aurons un temps de parole qui va être donné à nos 3 intervenants principaux, donc Baptiste Herkes, Hervé Rony et Emmanuel Tourpe, que je présenterai un petit peu plus tard. Suivra une discussion et nous répondrons à vos questions. Donc, pour des questions pratiques, je vous demande de fermer vos micros quand vous n'êtes pas en ligne et vous pouvez poser vos questions par le chat. Ce sera peut-être plus simple, on verra si on peut utiliser les mains levées, etc. Mais ça risque d'être vite compliqué. Donc, vous pouvez poser des questions par le chat. Je vous remercie de poser des questions qui ont un lien avec notre débat d'aujourd'hui, c'est-à-dire les enjeux et les missions du service public, et en rapport avec la SCAM, de ne pas être dans des questions trop précises et pointues sur des détails qui sont liés au fonctionnement de la RTBF actuellement. On aura l'occasion d'en parler et ce n'est pas le lieu du débat aujourd'hui. Voilà. Nos invités, donc je vais vous présenter Baptiste Herkes qui est à ma gauche. Baptiste Herkes est président du CA de la RTBF depuis 2019. Vous êtes spécialiste des médias et de la transition numérique et président du think tank d'écologie politique Etopia. Oui, je ne suis pas président d'Etopia, mais je travaille effectivement aussi pour ce team. D'accord. À ma droite, j'ai Hervé Rony, qui est directeur général de la SCAM France depuis 2010 et qui nous parlera plus particulièrement de la réalité du service public en France. Et à sa droite, Emmanuel Tourpe. Emmanuel Tourpe, qui est philosophe passionné de médias, qui a été directeur des programmes de la RTBF. On lui doit notamment la création de l'A3. Il a été directeur de la programmation d'Arte jusqu'à la fin de l'année dernière, jusqu'à la fin 2021. Et actuellement, il est le nouveau directeur délégué au développement stratégique et à la transformation digitale et au data management d'Arte. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. C'est très bien. Donc, ce débat va concerner, nous allons nous pencher sur l'avenir de la télévision de service public, enfin de l'audiovisuel, puisque nous allons essayer de ne pas oublier la radio non plus, à l'occasion de la renégociation du contrat de gestion de la RTBF. Comme le disait notre ministre, nous sommes à une mutation du paysage audiovisuel actuellement. Le nombre d'écrans explose, les sollicitations sont extrêmement nombreuses. Les contenus se multiplient, il y a une accessibilité au contenu absolument tout le temps et sur n'importe quel support. Et face à cette explosion, le service public doit se réinventer. Et donc, nous allons chercher à comprendre comment penser sa mutation pour qu'il garde une place forte dans notre paysage audiovisuel qui est vraiment nécessaire. Nécessaire d'une part parce qu'en effet, comme le disait notre ministre, c'est un vecteur démocratique et que c'est aussi une manière de lutter contre la concentration des médias qu'on voit particulièrement en France dans les mains de quelques-uns à des fins politiques ou économiques. Donc un service public fort est nécessaire. La Fédération Wallonie-Bruxelles lui donne des moyens. Le contrat de gestion est là pour cadrer la façon dont ces moyens sont utilisés. La mutation, maintenant, elle va se porter à la fois sur la forme et sur le fond. Donc, au niveau de la forme, il est clair qu'il doit y avoir une adaptabilité au numérique. Et donc, pour continuer d'exister, le linéaire va continuer d'exister, bien sûr, mais il faut développer tout ce pan numérique. Donc, à la fois, comment on peut le développer, comment on peut financer aussi ce développement. Et puis, au niveau du fond, quels sont les contenus à privilégier, comment continuer de développer des programmes de qualité, pour quelle identité du service public, comment fidéliser et attirer un public, comment donner une identité forte au service public, une identité qui doit être locale, comme le disait notre ministre, qui doit défendre la culture locale et européenne. On a aussi parlé de l'alliance du service public belge avec les services publics européens, France Télévisions, la télévision suisse romande, la BBC face aux géants américains. Donc, avant d'entamer le débat, j'aimerais juste rappeler quelques points du contrat de gestion dont la ministre a déjà parlé, mais
on va un peu appuyer sur le clou parce que je pense que c'est important de dire que la RTBF est un acteur essentiel de la vie démocratique parce qu'elle est une source d'information indépendante et pluraliste, qu'elle a un rôle majeur dans la diffusion de la culture, qu'elle a une mission aussi d'éducation et de décodage et de compréhension du monde. Et on l'a entendu, il faut renforcer l'éducation aux médias. C'est très important actuellement dans un monde où on est sollicité en permanence par les médias. La RTBF est aussi un employeur majeur du secteur audiovisuel. Elle joue un rôle extrêmement important au niveau de la production, de la diffusion et de la promotion de la culture. Elle a un ancrage local fort, elle a une identité marquée dans la Belgique francophone et elle doit valoriser les talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec fierté. Je cite des extraits du contrat de gestion. Elle doit développer une production et une programmation de qualité qui répond à des normes élevées, originales et ambitieuses. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles marque sa volonté de maintenir un service public fort et indépendant. Et le prochain contrat de gestion devra déterminer comment y parvenir actuellement. Donc, durant le débat, nous allons traverser plusieurs thématiques. Je vais d'abord donner la parole à nos 3 intervenants et puis nous allons traverser les thématiques qu'on a déjà évoquées. Donc, le rôle du service public dans l'espace démocratique, comment lutter contre les simplifications, les polarisations des débats, les informations parcellaires, les fake news qui sont diffusées par les réseaux sociaux, comment prendre le temps long de l'analyse, du pluralisme et du débat qui sont nécessaires, comment faire face aussi à la concentration des médias, on va certainement parler de ça avec Hervé Renier et la France, sachant qu'en France, il y a une polarisation et une concentration extraordinaire des médias actuellement, dans les mains de quelques-uns, et qu'en plus, en face de ça, on a des candidats à l'élection présidentielle française qui veulent supprimer la redevance et donc supprimer le service public. Le service public doit être assez dérangeant. On va aussi analyser le rôle de la RTBF dans la production et dans la diffusion de la culture, son lien aux créateurs et créatrices en Belgique francophone. C'est aussi ce qui lui donne une identité forte. C'est aussi pour ça qu'elle est financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle se doit de valoriser les talents, de les financer. Sinon, ces talents vont disparaître dans une masse, être complètement perdus dans la mondialisation. Comment trouver un programme belge sur Netflix? Comme disait Jean-Paul Philippot dans une interview, c'est comme trouver une boîte de petits pois au fond d'un supermarché, d'un hypermarché. Donc, c'est important que la culture belge soit valorisée par la RTBF. Et puis enfin, comment fidéliser et attirer le public? Par quelle mutation? Quels sont les enjeux de l'accessibilité, le développement vers le numérique et aussi le rapport aux algorithmes? Comment faire pour pouvoir gérer des algorithmes qui tentent à fidéliser et à attirer un public tout en préservant une ouverture d'esprit et une pluralité des points de vue? Et je pense que c'est un thème dont Emmanuel Tourte vous parlera certainement, qui est vraiment important. On ne peut pas laisser les algorithmes dans les mains de secteur privé, et donc comment la RTBF peut s'en emparer. Donc, je vais juste saluer la présence ici en ligne encore de Olivier Materlinck de la SABAM, du président de l'UPFF François Toued, de Béatrice Rouby, je pense qu'elle devrait être là, de la RTBF, je ne sais pas, je ne la vois pas, je dois dire que l'écran est un peu loin. Et voilà, je vois Philippe Reinhardt aussi. Merci à tous et à toutes d'être là. Je vais maintenant passer la parole à Baptiste Herkes, qui va nous parler des perspectives d'avenir de la RTBF et des défis à relever. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, mais en fait, tant la ministre que vous avez déjà adressé effectivement toute une série d'enjeux, donc je risque quand même de vous paraphraser un tout petit peu. Je vais juste commencer par une citation. Je ne vous dirai pas si elle est de Paul Coelho ou d'Albert Einstein, mais peu importe en fait. C'est la suivante. Tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui. Autrement dit, l'univers se résume à la taille de nos connaissances.
pour moi, c'est une donnée fondamentale, je vais y revenir. Alors, les missions de service public, souvent, on les résume très brièvement par 3 mots, hein, informer, divertir et cultiver. Je pense que plus que ça, c'est aussi une manière de faire. C'est une manière de faire avec des valeurs d'indépendance, avec une sensibilité particulière, avec une forme de bienveillance, avec du respect, et aussi en mettant en avant les questions de diversité, en défendant des valeurs de pluralisme, mais aussi en jouant sur ses leviers et ses forces que sont sa proximité avec le terrain ou encore un savoir-faire voilà, qui est là. Et donc, pour moi, un média de service public, avant tout, c'est ça. Il s'agit de faire société en élargissant nos univers. Et ce rôle de rassembleur, ce rôle d'acteur, de vivre ensemble, ils sont là pour donner des repères, pour raconter la complexité et en fait, comme vous l'avez dit, pour être un acteur de la démocratie. Et je pense que la RTBF, qui n'est pas parfaite, loin de là, en attendant, elle fait société et elle touche les gens. Elle les touche de façon très diverse, elle touche des publics très variés. Et donc, elle le fait, alors évidemment de façon non exhaustive, mais elle le fait quand elle fait CAP 48, elle le fait quand elle fait du reportage d'investigation, elle le fait quand elle produit des séries belges, quand elle prend le temps d'un décryptage long à la radio. Je pense à la nouvelle émission Décrypte, par exemple, où pendant 2 heures, on se permet d'analyser en profondeur l'actualité. Mais elle le fait aussi quand elle diffuse Le Diable Rouge, quand elle promeut la culture. On l'a vu récemment à cause du Covid par Restart, mais donc la RTBF tout à coup est capable de mettre ça fort en avant, et donc c'est aussi un signal fort. Elle le fait aussi à travers des émissions plus historiques, hein. Le Jardin extraordinaire, ça fait plusieurs décennies que ça existe, et en même temps, elle se met au goût du jour en créant, parallèlement à la diffusion de son Jardin extraordinaire, elle crée une communauté sur Facebook qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de Belges qui tous les jours vont parler de leur rapport à la nature, etc. Donc, dans ces moments-là, elle rassemble et elle fait société. Elle le fait aussi quand elle va voir, elle retourne voir sur le terrain les victimes des inondations 3 mois plus tard. Donc là, elle rassemble en fait, elle rassemble les citoyens et les citoyennes. Donc, dans un contexte où, en fait, on le voit chaque jour de plus en plus, la démocratie est attaquée, elle est affaiblie. Je pense que le média de service public devient plus que jamais un outil central et fondamental de réaffirmation et de valorisation de la démocratie. On l'a vu, il y a une étude récente de l'UR, donc l'Union européenne des radiodiffuseurs publics, qui a montré que dans les pays européens où les médias de service public sont forts, les fake news ont tendance à moins percoler, la désinformation circule moins et les populismes n'avancent pas aussi vite qu'ailleurs. Donc ça veut dire quelque chose et ça montre que les médias de service public sont un outil et il n'y en a pas tant que ça pour lutter contre ces problèmes démocratiques majeurs. Alors, on a parlé effectivement de l'évolution du paysage médiatique. C'est une évolution qui est inhérente en fait aux médias. Il y a eu l'arrivée de la radio, l'arrivée de la télé, l'arrivée du web, l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, de tout temps, les médias doivent se réinventer et s'adapter par rapport au contexte. Donc ça, je pense qu'il y a, comme disait l'autre, la seule chose immuable, c'est le changement. Et donc ça, effectivement, c'est propre aux médias. Il y a 20 ans, être diffusé en hertzien ou en linéaire, ça suffisait pour toucher les gens. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les jeunes regardent beaucoup moins la télévision, etc. Donc, il faut trouver des nouvelles manières de toucher les gens. Il faut aller plus loin. Et ça, dans un contexte de multiplication colossale, vous en avez parlé, des chaînes de télévision, des chaînes de radio, il y a Netflix, il y a Spotify, il y a Disney, il y a Amazon, il y a YouTube. Et donc, cette offre pléthorique, elle redistribue aussi les cartes. Aujourd'hui, quand on allume sa télé, on tombe sur la première interface de notre télé connectée. Il faut faire appuyer sur un premier bouton pour arriver sur l'interface de notre distributeur, que ce soit Proximus ou vous. Et seulement à partir de ce moment-là, on peut espérer tomber sur du contenu linéaire. Donc, ça devient extrêmement difficile, quelque part, d'être en contact avec les gens. Je ne parle même pas des télécommandes aujourd'hui où il y a directement un bouton Netflix ou Amazon qui fait qu'en fait, on peut directement bypasser ces contenus linéaires. Et donc ça devient très, très compliqué, quelque part, pour un média de service public linéaire de toucher comme il touchait il y a 20 ans. Aujourd'hui, avec cette pléthore d'offres, quelque part, et d'offres à la demande, chacun fait un petit peu sa grille. Et donc, c'est la question centrale. Comment est-ce qu'on fait exister le service public dans ce contexte où il est, par essence, moins accessible qu'avant et où la concurrence des contenus est devenue très, très élevée. Et puis, il y a aussi l'évolution des supports de consommation, vous en avez parlé. Aujourd'hui,
les écrans, c'est les smartphones, c'est les tablettes, c'est les ordinateurs. Et donc forcément, les contenus aussi évoluent par rapport à ces supports. C'est ce qu'on appelle, on assiste par exemple à ce qu'on appelle le content snacking, le grignotage de contenu. Aujourd'hui, on va regarder 5 minutes sur son téléphone, un petit contenu quand on est dans le tram, quand on est dans le train, avant de se coucher le soir, certains même aux toilettes. Donc on picore comme ça des contenus, mais la grande soirée de télévision familiale, elle existe de moins en moins. Dans le meilleur des cas, chacun est sur son écran. En tout cas, si vous avez des enfants ou des ados, vous devez le constater comme moi. Et on voit que l'offre à la demande, ça cartonne. Ça a doublé en Belgique ces 2 dernières années. Donc voilà, les jeunes passent presque plus de temps aujourd'hui à faire à consommer du contenu à la demande plutôt que du linéaire. Donc ça, c'est une tendance, et c'est une tendance qui ne va pas s'arrêter. Donc de nouveau, d'où cette question, comment réussir à mettre des contenus de service public accessibles et attractifs. Et puis, il y a la guerre des contenus dont vous avez aussi parlé. On le voit avec le rachat des catalogues de cinéma par certains GAFAM. On le voit avec les droits sportifs, Roland Garros maintenant sur Amazon Prime. On le voit, on ne se rend pas compte, mais en fait, avoir les Diables Rouges gratuits sur le service public, c'est quelque chose de devenu très, très rare d'avoir cette accessibilité gratuite. Donc, il y a aussi cette guerre des contenus qui va s'amplifier et donc qui va rendre de plus en plus complexe le fait de pouvoir remplir nos vies avec des contenus attractifs. Et donc, en résumé, donc, il y a un contexte d'évolution des moyens de consommation médiatique, le basculement numérique, et puis il y a la guerre des contenus. Et donc, voilà. Et tout ça dans un contexte en plus, effectivement, de regroupement des médias dans ces énormes groupes. On le voit très fort en France, mais en fait, en Belgique aussi, le rachat d'RTL par DPG et Rossel, ça va avoir un impact sur le paysage médiatique très, très fort dans les mois et les années à venir. Donc, voilà, ça, c'est le contexte général qui est un énorme bouleversement. Et donc voilà, face à ça, il y a 2 possibilités. Soit le service public, il rétrécit, il devient, soit au contraire, il doit se déployer et se renforcer. Et pour se déployer et se renforcer, qui est évidemment mon scénario de prédilection, il va falloir continuer à toucher largement dans nos diversités, il va falloir réussir à toucher les jeunes, il va falloir faire face à cette concurrence pléthorique, il va falloir rester un phare dans le brouillard. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà le cas, on le voit en période de crise, que ce soit le Covid, les inondations, les attentats, à ce moment-là, tout d'un coup, c'est le service public qui devient le lieu d'information premier, le lieu attractif. Mais en même temps, on constate une érosion de la confiance. Alors, on le voit particulièrement pour le moment dans une société de plus en plus clivée et de défiance et de méfiance, mais donc il va falloir aussi restaurer la confiance. Il va falloir rester une référence d'indépendance de l'information et puis réaffirmer les valeurs, la différence service public et cette manière de faire. Et puis aussi renforcer l'ancrage local. Alors évidemment, je vais prêcher ici auprès de convaincus, mais je crois très fort qu'il y a énormément de talents en Fédération Wallonie-Bruxelles et que la RTBF est un acteur qui doit travailler plus et mieux avec ses acteurs locaux. Je pense que Netflix jamais ne sera capable de faire ce que font nos acteurs locaux pour toucher juste, pour parler aux gens, pour avoir cette proximité. Et donc en fait, c'est un atout énorme. Donc il faudra continuer et renforcer ces collaborations avec l'écosystème culturel, l'écosystème pédagogique aussi et plus largement dans tout l'univers de la création. Il y a quand même des notes d'espoir. Je l'ai dit, le service public, c'est une valeur refuge. Alors, elle l'est en période de crise, mais elle peut l'être aussi plus largement. Les services publics, en général, ce sont des marques médias très fortes. La RTBF, c'est le cas, on le sait, mais c'est aussi le cas quand on regarde à l'étranger. Alors, la BBC, n'en parlons pas, mais on a vu il y a quelques mois les Suisses réaffirmer leur attachement à la TSR, donc ça veut dire quand même quelque chose aussi, et c'est quelque chose qu'il faut garder et qui est précieux. Les enjeux locaux, c'est aussi un moyen de se différencier, c'est important. Et puis cette manière de faire, de concevoir les contenus médiatiques, c'est aussi une manière de se différencier. Et puis enfin, le dernier point, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler, et je pense qu'Emmanuel en parlera mieux que moi, la question des algorithmes est à mon avis une question qui va devenir centrale. Alors on le voit puisque les gens consomment de plus en plus par le digital et consomment du non-linéaire, l'algorithme est un outil qui va permettre de rester au contact des gens. Alors aujourd'hui, quand on parle d'algorithme, ça fait très peur parce que les exemples qu'on a, c'est Facebook, c'est les GAFAM, et les usages qu'ils font des algorithmes est à mon sens l'extrême opposé d'un usage de service public des algorithmes, puisqu'ils nous enferment de plus en plus. Or, quelque part, je le disais, pour s'ouvrir au monde, eh bien, en fait, il faut être confronté à ce qu'on ne connaît pas. Et donc,
la question centrale, à mon avis, qui va arriver dans les semaines et dans les mois à venir, c'est qu'est-ce que c'est un usage de services publics d'algorithmes. Il ne faut pas avoir peur des algorithmes, c'est un outil qui peut être formidable, en fait, justement, pour mettre en avant une information de qualité, pour mettre en avant la culture, etc., à des personnes qui sont peut-être très peu confrontées aujourd'hui. Donc, cette question-là, elle va être centrale. Voilà, donc le double enjeu, je pense, pour la RTBF dans les mois à venir et dans les questions du contrat de gestion, elles seront là, c'est quel contenu différencié par rapport à cette offre pléthorique, comment réaffirmer son identité là-dedans, et puis quel usage des algorithmes pour renforcer et faire rayonner ces valeurs de service public. Et ça va être, à mon avis, les deux gros enjeux. Voilà. Et donc, la RTBF, c'est cette noble mission d'élargir le monde, la citation que je disais au début, et dire sa complexité, sa richesse, et donc faire société et renforcer la démocratie. Un vaste programme. Hein. Merci Baptiste. Il y a un micro ouvert, donc veillez bien à couper les micros. Et je reprécise qu'on passera aux questions un petit peu plus tard après l'introduction. Et je voulais aussi, parce que j'ai oublié de dire que donc on terminera le débat vers 8h, 20h, et qu'il sera terminé par une synthèse qui sera faite par Myriam Leroy, qui est assise un peu plus loin, qui nous fera une synthèse de ce qu'on vient de débattre. Et je vais passer la parole maintenant à Hervé Renier, donc on passera aux questions plus tard. Merci beaucoup Isabelle. Je crois que j'ai enlevé si vous êtes d'accord, j'ai enlevé mon masque, c'est plus facile. Pour vous dire d'abord merci d'être le français de la soirée et heureux d'être... Ah non, il y a un deuxième français, je ne savais pas, d'accord. Donc on est deux. Mais enfin, non, très heureux d'être ici, après plein de titres. D'abord parce que la SCAM fait un beau travail de défense des auteurs à Paris et évidemment à Bruxelles, parce que aussi, personne ne le sait, mais que j'ai une longue passion pour le service public parce que j'avais fait ma thèse de doctorat sur la notion de service public de l'audiovisuel en France, à une époque où on attaquait le service public puisqu'on avait privatisé TF1. Donc voilà, la situation du service public, elle est à la fois la même depuis des dizaines d'années et très différente. Je veux dire qu'il y a des fondamentaux du service public que vous avez très bien résumé les uns et les autres, Madame la Ministre, mais vous-même, tous les deux, vous avez bien expliqué quels étaient, je pense, en termes de citoyenneté, de liberté de l'information, de démocratie au fond, et évidemment de contribution à la création, le rôle fondamental du service public. Et donc, effectivement, la SCAM, c'est pas Isabelle qui me démentira, évidemment, on a un combat, je dirais, c'est presque dans l'ADN de la SCAM que de défendre tous les matins le service public. En moyennant quoi, Isabelle m'avait commandé un petit peu le fait de présenter un peu le paysage audiovisuel français, vous le connaissez, et je vais peut-être dire quelques mots sur où on en est aujourd'hui du service public, sur le plan à la fois économique et de ses orientations stratégiques. Sur le plan économique, il faut, évidemment, c'est des chiffres à la taille de la France, c'est évidemment important. Je vous dirai après pourquoi on a des inquiétudes et que tout n'est pas rose en France, même si, par rapport à bien d'autres pays, on est d'accord, on a un beau service public. Et globalement, un paysage audiovisuel intéressant et riche en France. On pourrait y revenir. Je pense qu'il faut d'abord juste rappeler qu'aujourd'hui, même si on lorgne sur la BBC, comme la BBC a connu quand même certaines vicissitudes, il ne faut pas non plus glorifier ce qui se passe depuis plusieurs années avec le gouvernement britannique. La BBC a perdu des moyens, il y a des attaques en règle contre la BBC politiquement. Et donc, la BBC avait il y a quelques années 5 milliards de chiffre d'affaires. Elle n'est plus à 5 milliards, elle est plutôt à 4. Et le service public français, dans l'audiovisuel en général, si on prend toutes les organisations du service public audiovisuel, c'est à peu près 3 milliards 600 millions d'euros. Donc, il y a eu des économies de fait, puisqu'on a demandé 190 millions d'euros de ressources en moins à France Télévisions, 180 millions au total, 160 millions pour France Télévisions, 8 millions pour Radio France et à peu près 7 à 8 millions pour Arte. Et ce qui est important, c'est que le périmètre du service public, il est à peu près stable. On a failli perdre France 4, j'y reviens dans quelques instants, mais aujourd'hui, je le cite souvent comme si c'était, c'est très ancien, mais ça a toujours un impact. Après avoir perdu TF1, je rappelle que la France est un des seuls pays au monde à avoir privatisé une chaîne de télévision, la première et la plus puissante à l'époque, parce que c'était quand même culotté, si j'ose dire, depuis que TF1 n'a jamais été remplacé d'une certaine façon. Alors on a, d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, un périmètre qui a été finalement assez difficile à justifier d'une certaine façon après la disparition de TF1. Parce que France Télévisions est devenu évidemment le navire amiral,
je reviendrai dessus, mais en face, on a créé, alors après l'éclatement de l'ORTF, l'INA, qui au début ne ressemblait à rien, c'était une assiette de l'audiovisuel, et puis on a beaucoup, entre guillemets, ramé en France pour essayer de concurrencer, entre guillemets, BBC World News la radio et la télévision française dans le monde. Et donc, il y a eu beaucoup de réformes successives pour finalement aboutir aujourd'hui à France Média Monde, qui a quand même réussi aujourd'hui à avoir plus de moyens qu'elle n'en avait dans le passé pour arriver, non pas à concurrencer la BBC, mais à être sur le plan à la fois radiophonique et télévisuel, une organisation puissante. On a aussi réformé TV5, qui est devenu aujourd'hui avec vous, d'ailleurs, les Belges, les Suisses, les Canadiens, etc., une télévision francophone qui est de mieux en mieux vue et regardée. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'on voit bien que, en fait, en 30 ans, la France, malgré les apparences, les pouvoirs publics ont beaucoup hésité à savoir ce qu'ils faisaient du périmètre du service public. On a hérité d'un périmètre important du service public dans les années 70. Voilà, on ne va pas faire la réforme de tout ce qu'a connu le en 74, en 80, etc., avec la rupture du monopole. Et au fond, ne croyons pas que les gouvernements français ont eu des traits de génie sur la gestion du service public. Absolument pas. Il se trouve que la redevance était importante et justement, les années 80-90 ont plutôt été des années à la fois ou de privatisation ou d'organisation du secteur privé et de la rupture avec le monopole. Donc, au fond, François Mitterrand avait d'ailleurs une position assez originale, comme il s'intéressait, à mon avis, pas beaucoup à la télévision, il a fait un peu n'importe quoi avec Berlusconi et les investissements privés en France. Et tout ça pour dire qu'on a bénéficié, en fait, de ce qu'a été historiquement le service public plutôt que d'une stratégie, intelligente ou performante. Ce qui s'est passé, en revanche, en France, c'est qu'on a maintenu un niveau de financement intéressant. Et puis, ça s'est stabilisé dans les années 2000. La redevance, aujourd'hui, est à 139 €. Ça génère donc 3,6 milliards de chiffre d'affaires. Et cette redevance à 139 €, aujourd'hui, elle stagne depuis des années. On tient compte de l'inflation, mais il n'y a pas eu de revalorisation politique forte des moyens. Et j'y reviendrai parce qu'il y a une contradiction entre continuer à fabriquer, entre guillemets, des programmes linéaires et vouloir donner une ambition numérique. Or, vous déshabillez pas Pierre pour habiller Paul, c'est pas parce que on va continuer à faire des programmes linéaires puissants, et il faut trouver de l'argent en plus pour faire des programmes délinéarisés tout aussi puissants. Hein, et ça, c'est très compliqué, j'y reviendrai, c'est un problème majeur qui d'ailleurs met mal à l'aise, et à la fois Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, et aussi la présidente de Radio France, Sybille Veil, qui voit bien qu'il y a une contradiction. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a donc sur le plan macroéconomique une puissance réelle, parce que 3,6 milliards €, c'est quand même beaucoup d'argent, mais en même temps, une volonté jusqu'à présent assez de gestionnaires, de comptables publics, qui d'ailleurs s'intègre aujourd'hui dans un débat français que vous avez peut-être en Belgique, qui est assez violent sur le plan politique, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos services publics? Il y a une crise générale en France des services publics, hospitaliers, la justice, l'éducation, on dépense énormément d'argent en France et probablement on ne le dépense pas très bien. Si on compare à d'autres pays, c'est pas qu'on met pas d'argent, c'est que manifestement, on est arrivé à un moment où on le dépense pas bien. Donc, il y a un problème de gestion, d'efficacité des deniers publics investis. Voilà, donc ça, c'est un problème auquel n'échappe pas la télévision publique, sauf que du coup, ça a donné depuis quelques années une stratégie qui n'en est, à mon avis, pas une, qui est une stratégie purement comptable, faite des économies. J'ai entendu au Sénat, un colloque au Sénat, où la présidente, je crois, de la Commission des affaires culturelles du Sénat disait, je ne sais pas si elle l'a dit publiquement, mais enfin, elle l'a dit de manière à ce que ça s'entende, que il y avait qu'à licencier des centaines de journalistes. L'idée à France Télévisions, c'est qu'il y a trop de journalistes, donc ça revient régulièrement, et donc on aura, et c'est pas une stratégie, voilà, c'est pas une stratégie. Donc en tout cas, on bénéficie aujourd'hui d'un historique très favorable, plus que d'une stratégie actuelle qui serait géniale ou particulièrement favorable au service public. Pour donner d'autres éléments, un peu d'information économique et sur le périmètre, je vais faire un petit focus sur France Télévisions et un petit focus sur Radio France. Parce que quand on parle de la RTBF, c'est pratique, on parle forcément radio et télévision. Moi, je suis obligé de faire, faut faire toujours attention et de France Télévisions et de Radio France. Sur France Télévisions, vous savez qu'on a failli perdre France 4. Ça a été un débat important. Au dernier moment, Macron a sauvé France 4, qui était la chaîne de la jeunesse. Et au début, nous-mêmes, la SCAM, on était un peu naïf parce que on s'était dit, égoïstement parlant, oui, c'est l'animation, c'est pas les répertoires sur lesquels on est avec la SCAM, donc on s'en est été ému. Sauf qu'effectivement, la disparition de France 4 risquait d'avoir des conséquences importantes par effet de domino sur le fait que pas mal de programmes de France 4 auraient été basculés sur France 3, France 2, France 5. Là où, donc forcément, sur des cases éventuellement de documentaires, d'informations, etc. Donc il y avait une grande inquiétude. Heureusement,
Parce que ça, c'est quand même aussi en France, il y a toujours à un moment donné, le pouvoir public, on le voit dans les directives européennes, on le voit dans tas de débats, où l'arbitrage suprême, en l'occurrence, puisqu'on est en France, celui du président de la République, est généralement plutôt favorable. C'est-à-dire qu'on a une crise et à un moment donné, l'arbitrage in fine est plutôt favorable. Et là, on a sauvé France 4, ce qui fait que du coup, on a restabilisé le service public avec France 4, France 5, France 3, avec un développement très fort que Delphine Ernotte pousse d'ailleurs sur la régionalisation. Dans cet État centralisé, je ne fais pas un dessin de ce qu'est la France, mais qui quand même apprend à devenir un peu plus girondine que jacobine. Malgré tout, il y a un effort qui est fait sur France 3 et la logique de France 3, c'est effectivement de devenir une chaîne de plus en plus régionale, c'est-à-dire ce que Delphine Ernotte veut faire, et je crois qu'il est une bonne chose, qu'on appuie nous, c'est en fait des télévisions régionales qui ont à un moment donné, un programme national et non plus un programme national avec des décrochages régionaux. Mais ça, là aussi, ça demande beaucoup de moyens. Ça existe pas mal en Corse, puisqu'il y a une particulière en Corse qui s'appelle Via Stella, qui est de bonne qualité, qui fait beaucoup de documentaires. Il y a aussi une nouvelle chaîne de service public en Aquitaine, Est aussi. En fait, France 3 génère sa propre, enfin, France Télévisions génère sa propre concurrence en local. Et puis, on a le réseau Outre-mer qui a été énormément modifié, puisque aujourd'hui on a supprimé François, qui était une chaîne nationale pour l'Outre-mer, mais qui fonctionnait mal. C'est-à-dire qu'en fait, on se rendait compte visiblement que les populations d'Outre-mer vivant en métropole ne regardaient pas spécialement François. Et en revanche, on a aujourd'hui un réseau qui fonctionne plutôt bien, même très bien en termes d'audience, visiblement. C'est des réseaux donc, de chaînes régionales qui s'appellent Outre-mer Première, et ce qui fonctionne plutôt bien et qui développe là aussi une production régionale. Et alors nous, à la SCAM, on est très attentifs au développement en région d'un tissu productif audiovisuel. Et ça, c'est quelque chose qui est un des éléments très forts en ce moment des évolutions du service public français. C'est de faire attention dans ce pays qui a toujours été trop parisien, dit-on, de faire un gros effort politique pour arrêter justement d'être parisien, d'avoir ce regard parisien sur ce qui se passe en France. Ça, je pense que c'est évidemment important. Et la réalisation de France Télévisions, elle tourne autour évidemment du numérique, vous l'avez dit, vous avez évoqué les questions de concurrence, on a les mêmes qu'en Belgique, c'est évident, avec peut-être en effet, j'y reviendrai, l'apparition des risques de concentration forts. D'ailleurs, la concentration peut-être la plus inquiétante n'est pas celle qu'on croit à premier regard, il y a celle de TF1-M6, je pourrais y revenir si on m'interroge là-dessus, mais celle Bolloré-Lagardère est extrêmement inquiétante. Je pense, mon point de vue, je n'engage que moi, que c'est peut-être la plus inquiétante des deux, parce qu'elle est la moins justifiée des deux. On peut comprendre la stratégie de TF1-M6, on peut la critiquer, mais on peut la comprendre. Celle de Bolloré et de Lagardère est beaucoup plus discutable. Mais on pourrait y revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est et ça, je dois dire, c'est aussi lié à Delphine Ernotte. Delphine Ernotte a quand même, à un moment donné, eu beaucoup de difficultés au début de son mandat, peut-être parce elle a peut-être pas bien saisi instantanément ce que c'était que de diriger une société dont votre actionnaire est l'État. Voilà. Elle n'avait pas peut-être cette habitude. Et donc, entre la gestion et la politique, les choses ont à un moment donné été un peu délicates. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle a, et on la soutient plus, elle a repris, elle a bien pris la mesure, me semble-t-il, de ce que doit être aujourd'hui France Télévisions. C'est-à-dire que France Télévisions avait un problème finalement historique de vivre à l'ancienne. On avait des chaînes de télévision avec des réactions, même nous, des cas sur des chaînes, tel jour à telle heure, on fait ça, et on ne fait pas autre chose, on fait sur France 3, on ne fait pas sur France 2. Alors aujourd'hui, à la fois Delphine Ernotte a mis en place des nouvelles plateformes numériques, comme Slash pour les jeunes, comme France.télévision, qui est la plateforme généraliste de l'accès au programme de France Télévisions, et puis a mis en place aussi une chaîne plateforme Culture Box, qui est dédiée au programme culturel. Donc là, on voit à la fois qu'il y a une mise en avant de plateformes et que France Télévisions s'est enfin saisie de la question numérique, avec du retard, par exemple, sur ce qu'a fait Arte, elle était bien en avance, et même du retard sur ce qu'a fait Radio France. France Télévisions était en retard. Elle a tendance à rattraper son retard. Alors, la contrepartie de ça, c'est que, et pour nous, les auteurs, c'est un souci, par des guichets thématique, c'est-à-dire si vous avez un projet documentaire, vous allez à l'unité documentaire pour l'ensemble des chaînes et après on vous dira votre film documentaire, finalement il va aller sur France 5 ou votre film documentaire va aller sur France 3.
avec, pas les auteurs, il faut être honnête, une centralisation de la décision éditoriale. Ça, c'est une des questions de gestion de France Télévisions qui est importante, mais qui pose des problèmes, parce que la question du volume de documentaires commandés par France Télévisions se pose assez peu. On a sur 500 millions d'investissements de France Télévisions dans la création, en vertu de son cahier des charges et du contrat d'objectifs et de moyens. On a plus de 110 millions, on a près de 110 millions pour le documentaire. 10 millions en région, 100 millions en national. Donc, en volume, on peut toujours faire la fine bouche, c'est quand même des montants considérables. En revanche, la question, mais on y reviendra, c'est pas la question centrale là, c'est effectivement, mais pour faire quoi? Pour faire quel type de documentaire, quel type de programme? Ça, je pense que c'est vraiment un élément important. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en tout cas, France Télévisions commence à vraiment être réformée pour appréhender la dimension numérique, la dimension des jeunes publics. L'âge moyen d'audience peut être entre 18 et 65 ans. Je pense que ça doit être la même chose en Belgique. Donc c'est pas dramatique, mais c'est quand même pas totalement non plus satisfaisant. Et donc, cette question du repositionnement de France Télévisions a été quelque chose, d'ailleurs, qui a été d'une certaine façon manifesté par le président de la République, Emmanuel Macron, quand il a dit, en fait, il a dit, c'est la honte de la République. Enfin, il a dit que sa République, c'est une honte. Il n'a pas voulu vraiment dire que le service c'était une honte. Je pense qu'il a, à un moment donné, voulu, il a des formules un peu violentes, mais finalement mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et d'une certaine façon, je ne défends pas Emmanuel Macron, mais il y avait cette idée qu'il fallait donner un coup de pied à la fourmilière pour que enfin le service public, avec l'arrivée de Netflix, etc., se bouge. Et il y a eu en fait de la même façon, la même chose à Radio France, sauf que je trouve que Radio France a plus vite pris. Alors, il y a eu la présidence de Mathieu Gallet, qui a une présence compliquée, puisqu'il a eu une difficulté qui fait qu'il a été obligé de démissionner, mais il a eu aussi des problèmes sociaux à l'intérieur de l'institution, donc ça a été pour lui. Mais il faut reconnaître que Mathieu Gallet, et Sybille Veil avait été son numéro 2, donc aujourd'hui, elle a pris quand même la suite de Mathieu Gallet. Il y a eu assez rapidement Radio France, notamment en matière de replay, de podcast, une politique dynamique et que on n'avait pas. Donc, assez rapidement, Radio France a, me semble-t-il, mieux pris le tournant à la fois du numérique et d'attraper, entre guillemets, la jeunesse. D'ailleurs, France Inter a réussi un tour de force. Moi, je connais bien la radio, j'ai travaillé pour un moment. Elle a rajeuni, France Inter a réussi à rajeunir son audience. C'est tout simplement exceptionnel. Enfin, pour moi, c'est vraiment incroyable d'avoir réussi à rajeunir l'audience de France Inter. Et donc, Radio France a le vent en poupe en ce moment, mais probablement parce qu'elle a pris un peu les devants et parce qu'elle a pu, ou elle a su, donner un signe sur ce qui est aujourd'hui, me semble-t-il, la force que doit avoir le secteur public, mais comme les chaînes privées, c'est d'être présent à la fois sur le numérique et sur des linéaires, mais de manière à un moment donné qu'on ne se dise pas il y a deux mondes, mais il faut que je puisse écouter indifféremment une émission que j'aime, soit en direct parce que j'ai allumé le poste et que je tombe dessus et que je suis libre à ce moment-là, soit parce que je vais l'écouter en délinéarisé. Mais les orientations de Radio France que leur demandent les pouvoirs publics, c'est un peu les mêmes conditions et les mêmes obligations qui sont imposées à France Télévisions. C'est-à-dire, c'est développer le positionnement numérique, c'est assurer l'information de proximité. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très fort en ce moment en France. Il n'y a pas que la question des fake news, il n'y a pas que la question des réseaux sociaux, il y a aussi, encore une fois, cette idée de plus en plus quand même forte en France, même si ça ne passe pas par une réforme de la décentralisation, mais c'est vrai que la France a changé depuis quelques années. On parle beaucoup plus des territoires, les métropoles régionales sont devenues beaucoup plus. Il y a un petit problème d'ailleurs d'aménagement du territoire parce que la France qui va bien, c'est la France des grandes métropoles, la France qui va pas bien, c'est la France rurale ou des petites villes, mais il n'empêche qu'effectivement, il y a aujourd'hui une montée en puissance des régions qui est extrêmement. Et finalement, qui accompagne ce mouvement. Et puis, je pense qu'il y a toujours aussi ces questions aussi de diversité, c'est-à-dire que là où on dit que le service public soit exemplaire en termes de citoyenneté, doit être exemplaire en termes de diversité, de parité, etc. Là aussi, je ne dis pas que le privé ne le fait pas, il ne faut pas exagérer non plus. On voit des fictions sur TF1 qui mettent en avant de la diversité, qui mettent en avant la parité. Mais c'est bien que là aussi, le service public a un rôle important. Tout ça est piloté par les pouvoirs publics. Moi, je dirais, je m'arrêterai là parce que je pense que c'est le lieu d'un débat aussi qu'on va peut-être avoir ce soir et vous aurez aussi après. C'est que aujourd'hui, il y a malgré tout en France une contradiction majeure entre des ambitions toujours plus fortes
On aime bien se fixer des ambitions toujours plus fortes. En France, il faut qu'on soit le phare qui éclaire le monde. Il y a quelque chose un peu comme ça, un peu toujours, je dis ça avec un peu d'humour. Donc, on met des ambitions très fortes. Et derrière, on a cette question qui, encore une fois, n'est pas que celle du service public, qui est le bon usage de l'argent public. Et aujourd'hui, il faut faire attention. On a deux candidats d'extrême droite qui plaident carrément pour la disparition du service public. Alors, quand même aujourd'hui encore 30% de l'électorat, donc c'est pas totalement négligeable. Et malheureusement, en proposant la quasi-disparition du service public, ils vont amener un positionnement. Ça a commencé avec Valérie Pécresse, et c'est quand même très inquiétant parce que elle, pour l'instant, c'est quand même la représentante d'un parti de gouvernement susceptible de gouverner à nouveau la France, et elle n'est pas claire du tout sur le sujet d'une privatisation d'une chaîne. Elle n'est pas claire sur ce qu'elle entend exactement faire du service public. Nous, la SCAM, on va un peu secouer le cocotier. Et donc, la présidentielle est une occasion, je ne sais pas si je veux dire rêver, de rediscuter du service public. Mais dans quelles conditions? C'est ça qui nous inquiète. Et il y a beaucoup de démagogie en ce moment, beaucoup de populisme, et c'est facile de dire, mais regardez, Emmanuel Macron supprime la taxe d'habitation, ben moi, je vais supprimer ou baisser la redevance. Voilà, après tout, pourquoi pas? Il a eu le culot de supprimer la taxe d'habitation, ben moi, j'aurais le culot de supprimer la redevance. Or, nous voulons une augmentation de la redevance, pas une augmentation forte. Et la question stratégique sur laquelle nous luttons à chaque quinquennat, c'est-à-dire qu'à chaque quinquennat, nous démarrons le quinquennat en disant il faut augmenter la redevance sur une longue période, lentement, mais sûrement. Alors, pendant plusieurs années, la redevance a été augmentée du montant de l'inflation. À un moment donné, ce n'était pas le cas. Puis, elle a été augmentée du montant de l'inflation. Et maintenant, on voudrait un plus pour pouvoir financer correctement le numérique. Ce n'est pas des fortunes. C'est juste qu'à un moment donné, c'est cette idée de ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et cette politique d'augmentation, évidemment, vous ne pouvez la faire pour qu'elle soit acceptée par le public que lentement. Donc, c'est un processus. Ça fait 10 ans qu'on dit il faut augmenter la redevance sur 10 ans. Et comme on est en 2020, on attendait en 2010, on n'y est toujours pas. Et donc, à chaque fois, le quinquennat se désintéresse de la question. Et là, c'est quand même le comble. Emmanuel Macron a nommé, Roselyne Bachelot et Bruno Le Maire ont nommé un groupe de travail mixte sur la question de la redevance, puisque comme la taxe d'habitation disparaît et qu'en France, la redevance est associée à la perception de la taxe d'habitation, là, il y a un moment où, techniquement, on ne peut plus percevoir la redevance. Donc, il y a une question de budgétisation éventuelle qui est dangereuse, parce que la budgétisation, ça peut être le Parlement qui va décider un jour oui, un jour non. Donc, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus facile au Parlement de modifier le budget annuellement que de modifier l'affectation d'une taxe comme la redevance, qui est affectée à son utilisation. Et donc là, il a nommé ce groupe de travail qu'on réclame depuis des années, là, maintenant. C'est intelligent, vous pensez bien qu'il va travailler, ce groupe. Moi, je suis reçu dans quelques jours, mais il va travailler, on va avoir des élections, et donc on va reperdre du temps. Mais il faut espérer qu'en début du prochain quinquennat, quel que soit le président, on ait enfin une stratégie cohérente, une stratégie cohérente sur la redevance et qui soit aussi une stratégie cohérente sur les contrats d'objectifs et de moyens, puisque là aussi en France, il y a quelque chose d'absolument étrange, c'est qu'on nomme le CSA, enfin maintenant l'ARCOM, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est devenu l'ARCOM, nomme les présidents des organismes publics, mais le contrat d'objectifs et de moyens défini par l'actionnaire, l'État, avec une concertation qui n'est d'ailleurs pas toujours très transparente, ne correspond pas à la durée du mandat du président. Résultat des causes, vous avez Delphine Arnaud et Sybille Veil qui, à l'échéance de 2022, donc demain matin, n'ont aucune visibilité financière parce qu'elles n'ont pas d'objectif, de contrat d'objectifs et de moyens. Donc là aussi, il faudrait qu'à un moment donné, en termes de gouvernance, on ait, à un moment donné, quand le président ou la présidente arrive, on ait 5 ans de contrat d'objectifs et de moyens qui définissent comme on ferait dans le privé, un business plan cohérent. Voilà, j'ai été long, j'espère complet, pour présenter l'essentiel. Voilà, j'aurais plaisir à revenir si vous avez des questions, bien sûr. Merci Hervé.